26 minutes en Afrique et dans le monde. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette autre rubrique du dimanche C'est politique, cette rubrique consacrée à l'actualité africaine et internationale. Comme tous les dimanches, nous essayons d'aborder deux sujets, deux thématiques. Et ce dimanche, la première thématique, quel avenir pour la France et les États africains, qui revient sur les propos du président français Emmanuel Macron qui a soulevé des vagues de critiques avec sa déclaration sur l'ingratitude de certains pays africains à l'égard des interventions militaires françaises au Sahel. Ces mots ont ravivé des tensions déjà existantes entre la France et plusieurs de ses anciens partenaires africains. Et autre sujet sur la table, nous examinerons la crise au Soudan et la démarche du président turc Erdogan pour proposer une solution de paix, une dynamique géopolitique intéressante s'esquisse alors que des acteurs internationaux cherchent à redéfinir l'équilibre de pouvoir en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Mesdames et messieurs, pour en discuter, nos invités, Martial Akuete, analyste géopolitique que vous avez déjà l'habitude de voir. Bonjour à vous. Bonjour Maël et bonjour à Monsieur Hamzat. Je saisis l'occasion pour exprimer ma gratitude de revoir nos téléspectateurs en cette nouvelle année et puis je leur souhaite une très heureuse année. Hamzat Abdoulaye, bonjour à vous. Bonjour. Je rappelle que vous êtes consultant géopolitique. Ma première question s'adresse à vous. Emmanuel Macron a parlé de l'ingratitude des dirigeants africains vis-à-vis des sacrifices militaires français au Sahel. Que pensez-vous de cette déclaration? Je pense que c'est déjà une déclaration maladroite vis-à-vis des pays africains parce que justement les pays africains sont dans une posture de reconsidération de leur rapport, de leur coopération avec la France. Donc on peut parler d'une diplomatie entre la France et l'Afrique qui est sur une béquille en réalité. Et ces propos pour moi sont des propos maladroits dans la mesure où quand l'entente n'est pas ce qu'elle doit être, il faudrait tout de même trouver les moyens, les méthodes pour apaiser les tensions. Ce type de déclaration, justement, n'apaise pas les tensions, mais au contraire, ravive les tensions. La deuxième chose, c'est que ces propos ont été prononcés dans le contexte de la réunion de tous les ambassadeurs, de toute la diplomatie française, et je pense que c'est tout de même un message qu'adresse le président français non seulement aux Africains mais également au monde entier, c'est-à-dire la France ne veut pas lâcher cette posture du pays qui veut tout de même continuer à avoir une place au sein des échanges internationaux. Et je trouve tout de même qu'on peut comprendre la forme de ce qui est dit, mais le fond, tout de même, pour moi, reste complètement incompréhensible. Martial Akuete, que dire des réactions des Africains, déjà le Sénégal, le Tchad, qui estiment que la France est arrogante? Je pense d'abord que ces réactions semblent être des réactions isolées. Ça devait être, compte tenu de la teneur des propos, il ne devait pas qu'y y avoir le Sénégal et le Tchad qui devaient réagir par rapport à cela. C'est tous les États africains qui sont concernés par cette préoccupation, notamment les États d'Afrique francophone. Et donc, revenant dessus, je trouve que la réaction, elle est tout à fait normale. Opposer un démenti formel relève de ce qu'on peut appeler la défense de la souveraineté de ces pays, parce que les propos tenus par le président Emmanuel Macron a remis en cause la souveraineté de ces pays au moment où ces pays croient pouvoir désormais prendre en charge leur sécurité. Ces pays croient entendre les voix de leur population qui en même temps demandent le départ des armées étrangères, notamment
françaises, leur dire ouvertement devant les ambassadeurs que c'est la France elle-même qui a décidé de se retirer. Il est important que dans les relations entre États, que les États interviennent et rectifient cela le plus rapidement possible. Maintenant, pour ce qui est de cette intervention, je n'irai pas dans le sens contraire que M. Hamzat. C'est une déclaration maladroite et qui n'est pas du tout diplomatique. Et ce que Emmanuel Macron avait exprimé dans cette conférence veut juste témoigner davantage du comportement paternaliste de la France, qui ne semble pas encore comprendre la dynamique dans laquelle se retrouvent les pays africains en ce moment. Et c'est ce que l'on a très souvent reproché à la France. C'est comme si la France se retrouve encore dans un monde où tous les États africains obéissaient à seulement, je ne sais pas comment le dire, obéissaient une fois que c'est la France qui se prononce. Mais les choses ont changé. C'est bien difficile que la France puisse les accepter, mais faire de telles déclarations, je pense que ça n'arrange pas les choses, alors que la France en ce moment doit se charger de rétablir sa politique, de réinitialiser sa politique, je vais dire, à l'endroit des États africains, si évidemment cette France veut continuer à entretenir de bonnes relations avec les États africains, ce qui, de toute évidence, quand on observe les chiffres, les relations économiques et commerciales avec ces pays africains, la France en est fortement dépendante. Et au moment où l'Amérique de Donald Trump semble mettre de côté l'Europe dans certaines affaires, je pense que ce n'est pas le moment pour avoir ce genre de déclarations et attiser davantage cette volonté des pays africains de s'éloigner de l'ancien maître. Alors, Hamzat Abdoulaye, la France, elle est ce qu'elle est, elle dit ce qu'elle pense, n'est-ce pas, pour les États africains d'assumer leur décision de se retirer de l'ingérence de la France? Bon, moi, je pense qu'il faut tout de même nuancer parce que les États africains ne rejettent pas systématiquement la France au sens global. Je pense qu'il s'agit d'un rapport précis qui doit être tout au moins renégocié, sinon complètement abandonné ou réinitialisé. Je prête le mot à Martial tout à l'heure. Il faut rappeler que tout est parti de 2022. Août 2022, où il y avait, suite à une succession de coups d'État, le Mali a décidé de mettre fin à la présence de la force Barkhane au Mali. Alors, le contexte, c'est que 2013, il y avait eu la force Serval qui était intervenue au Mali dans le contexte justement de repousser, d'aider les forces armées maliennes et quelques autres forces sous-régionales, d'aider donc les Maliens à repousser l'avancée des terroristes, des djihadistes qui étaient déjà aux portes de la capitale de Bamako. C'était un succès. C'était un succès en 2013 et les grandes villes ont été gagnées à nouveau. Bamako a été sécurisé, Tombouctou a été repris, Gao, Kay et j'en passe. Donc je pense que cette dynamique avait fonctionné en ce moment précis. Sauf que, je dirais 10 ans après, le même logiciel qui s'est transformé d'ailleurs en force Barkhane a été rejeté pour plusieurs raisons. Dans l'ensemble, ce qu'on peut retenir, c'est que ça n'a pas marché parce que le logiciel qui a été employé ne fonctionnait plus. Les méthodologies également qui ont été employées sur le terrain ne marchaient pas pour gagner cette guerre qui est devenue une guerre de longue durée au Mali. Et ça a entraîné la réaction de ces populations, de ces Maliens, à rejeter la présence des forces françaises au Mali. L'autre chose aussi qu'il faut préciser, c'est qu'après août 2022, il y a eu février 2023, où le Burkina Faso a quasiment suivi la même chose en éjectant également la présence française militaire, surtout du Burkina Faso. Ensuite, décembre 2023, le Niger a suivi et avec tout le tollé qu'il y a autour. Et décembre 2024, le Tchad et le Sénégal
pour ne pas dire la Côte d'Ivoire également, emboîte le pas. Égal, voilà. Exactement. Donc, c'est un message assez fort. On peut nuancer, comme je disais depuis le début, ce n'est pas les mêmes contextes de rejet, mais on peut constater effectivement que c'est globalisé. On ne veut plus d'une méthodologie, d'un logiciel qui ne fonctionne pas dans ces États africains. Et je disais également nuançons parce que... Qu'est-ce qui ne fonctionne plus avec la France? La coopération militaire déjà ne fonctionne pas parce que la présence militaire d'une force étrangère est censée garantir quoi? Premièrement, la sécurité, le maintien des frontières, le maintien de l'ordre et de l'équilibre dans ces zones qui sont difficiles, surtout dans le Sahel. Et troisièmement, assurer la formation, l'équipement des forces sur place. Bon, à différents niveaux, il y a eu des échecs qui ont été constatés. Le terrorisme n'a pas reculé. L'avancée du djihadisme au Sahel et maintenant dans le golfe de Guinée n'a pas reculé. Au contraire, il y a une croissance qu'on observe. Ensuite, au niveau de la protection des frontières, de ces zones dites zones sensibles, il y a également une sorte de régression. Donc, la présence, fondamentalement, n'a pas réglé le problème qui se posait depuis plusieurs années. Et ça, on peut le constater. À cela s'est ajouté également ce néocolonialisme, ce discours, je vais dire, néocolonialiste, adoubé d'un paternalisme latent qui fait en sorte que les États africains ne se sentent pas dans la posture de celui qui peut discuter en tête-à-tête avec la France. Et ça met à mal la question de la souveraineté. Face à la montée donc de cette question de souveraineté, j'appelle ça le menton de souveraineté qui s'élève de plus en plus, je pense que ces États en tout cas ont pris leur destin en main, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et aujourd'hui le Tchad et le Sénégal par rapport à la gestion de leur propre sécurité et surtout par rapport à l'absence totale de bases étrangères, notamment françaises, de leur territoire parce que ne se sentant plus en confiance. Vous savez, en diplomatie, en relations internationales, la question de la confiance, c'est le carburant en réalité, c'est le moteur essentiel pour continuer à dialoguer et à discuter. Donc ça, n'étant plus présent, je pense qu'il y a une sorte de rupture. Mais précisons qu'il s'agit véritablement d'une rupture avec la méthodologie, je vais dire, militaire employée jusque-là, avec la stratégie militaire qui est constituée de l'installation de ces bases militaires qui est complètement opposée aujourd'hui à la coopération culturelle, qui sont d'autres aspects qui pourraient être développés à différents niveaux entre la France et ses États, la coopération économique également, et également cette coopération stratégique et politique. Donc je pense que le militaire aujourd'hui doit être réinventé, la coopération militaire entre les États africains et la France doit être complètement réinventée. Dégager aujourd'hui... Oui, dégager aujourd'hui ne veut pas dire que demain, ils pourront trouver les moyens de se réinventer et de trouver les termes d'entente qui feront en sorte que les États africains, en tout cas dans ce secteur, se sentent considérés et respectés en tant qu'État souverain. Parce que je pense que le chantier est encore immense par rapport à tous les autres secteurs, notamment culturels, économiques. Le développement d'un État ne dépend pas que du militaire, mais également de tous ces autres secteurs qu'il faut considérer. Alors, Martial, à côté, on se demande si la présence militaire française en Afrique était réellement voulue par les dirigeants ou c'était juste le fruit de pression géopolitique. Moi, je pense qu'à l'époque, il faut être réaliste. À l'époque, quand nous prenons le cas du Mali, c'était une réalité. La présence française, en ce moment-là, avait joué un rôle crucial. On ne va pas manquer de le reconnaître. Et cette présence également dans la région en ce moment, parce que, vous savez, le terrorisme était en pleine expansion. Et donc, il fallait complètement endiguer le mal. Il fallait le traiter définitivement. Et donc, cette arrivée en cette période était vraiment la meilleure des choses qui puissent arriver, encore que la France était là sous le mandat de l'ONU, du Conseil de sécurité. Et maintenant, après cette période, la victoire réalisée et l'élargissement de cette force à assurer la sécurité un peu partout dans la région, ce n'était pas aussi vraiment contesté. Mais le problème s'est posé à partir du moment où
les raisons pour lesquelles ces bases se sont installées en Afrique, on a commencé à voir finalement que ces bases ne servaient plus vraiment à atteindre ces objectifs et on est en droit de se poser des questions. Nous avons d'abord accepté la présence d'une force militaire étrangère sur son territoire, l'établissement d'une base. C'est déjà quelque chose qui remet un peu en cause la souveraineté d'un État. Bien sûr, quand cet État décide à ce qu'un autre État soit là, c'est l'expression de la souveraineté, mais ce qui va se passer en sorte que l'État ne puisse pas assurer lui-même sa propre sécurité et est obligé de recourir à de bases militaires étrangères, ça affecte la souveraineté. Et donc, on a accepté donc que ces bases soient là, mais les objectifs que nous attendons, ces objectifs ne sont pas réalisés. Le terrorisme n'a pas cessé de progresser et a gagné plein d'autres régions, un peu comme M. Hamzat venait de le dire, le golfe de Guinée aujourd'hui largement affecté. Et donc, face à cette situation, on est en droit de dire, mais ça ne va pas, il faudrait renégocier les accords, il fallait comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Et en dehors de cela, il y a d'autres éléments comme la capacité de ces bases militaires à empêcher les forces régulières, les armées régulières à avoir accès à ce qui se passe sur leur territoire. Donc quelque chose déjà qui frustre, je dirais, ces États et il doit y avoir nécessairement une réponse. En dehors de cela, c'est le discours qui est tenu également. Bien que la situation n'évolue pas, il faudrait normalement que les autorités de ces différents États africains discutent pour revoir complètement ce qu'il faut faire pour le partenariat. Mais le côté français n'était pas vraiment dans cette dynamique de revoir le mécanisme, n'était pas en mesure d'accepter que le mécanisme, le schéma mis en place ne marche absolument pas. Et donc c'est ce qui a justifié la tenue du discours, mais nous sommes là, nous devons être là, nous allons continuer à être là parce que nous assurons la sécurité, nous assurons votre sécurité, mais ce n'est pas de cette manière que les Africains le veulent. Non, mais c'est évident que la France ne démord pas et ce que je dirais, ce que je pourrais ajouter face à cette situation qui est assez préoccupante et les déclarations que je qualifierais d'incendiaires quand même, hein, si vous vous retrouvez, le président l'a dit dans un ton bien moqueur et a bien insisté sur le fait que ces pays ne pourraient pas se revendiquer d'une souveraineté si la France n'était pas présente. C'est vrai qu'en cette époque, il est sûr que la France a joué un rôle important, mais quand l'époque passe, il faut également changer, revoir le dispositif carrément. Et je pense que cette problématique militaire a été à l'origine de l'ouverture de la boîte de Pandore. À partir de ce moment que le problème sécuritaire s'est posé, on est allé sur la question de souveraineté, cette flamme de souveraineté qui a commencé à animer subitement les dirigeants et les populations justement, et puis qui a commencé à s'étendre à la faveur des coups d'État qui sont intervenus. Et puis voilà la renégociation du partenariat complètement. Et puis l'autre facteur important qu'il faut préciser également, c'est qu'il y a d'autres acteurs qui proposent ce partenariat gagnant-gagnant. Et donc, la France se trouve dans une situation de revoir entièrement son dispositif, mais ce qu'elle n'était absolument pas prête à faire ou à reconnaître même que le dispositif ne marchait pas et qui entraînait ces États africains dans ce que nous sommes en train d'observer. Alors, question thématique, Hamzat Abdoulaye, quel avenir pour le partenariat entre la France et l'Afrique dans le contexte actuel? Je pense qu'en matière déjà de relations internationales, c'est les intérêts qui priment. Et j'aime souvent rappeler également ce proverbe bambara qui est vraiment pour moi l'expression de la sagesse. On ne peut pas raser la tête à quelqu'un en son absence. Et ça, je pense que, pas que la France, hein, à plusieurs époques de l'histoire, mais plusieurs entités, je vais dire, enfin, qu'on qualifie de puissance, n'ont pas su respecter ces propos et ont imposé d'une certaine façon leur paradigme et leur façon de voir les choses ou de trouver des solutions à des entités qui aujourd'hui vomissent ou rejettent complètement ce genre de choses. Mais je veux insister là-dessus en disant que l'avenir dépend
de la façon dont on va regarder désormais l'Afrique, pas comme étant comme un enfant malade, au contraire, mais comme étant un partenaire d'égal à égal. Parce que tant que c'est la question des intérêts qui prime, je pense que tout le monde a quelque chose à y gagner. Donc il est important de considérer désormais les États africains comme étant un partenaire d'égal à égal pour faire en sorte que le jeu international et diplomatique puisse fonctionner. La deuxième chose, c'est que nous sommes dans une nouvelle ère en réalité qui fait en sorte que le conflit qui se déroule peut-être dans les confins est de l'Europe peut avoir des répercussions en Afrique. Ce qui se déroule dans la bande de Gaza ou ailleurs dans le monde peut impacter directement l'Afrique. Donc, à ce propos, à ce niveau, il est important de considérer que l'Afrique peut également multiplier ses partenaires. Et c'est aujourd'hui ça la réalité auquel les autres entités traditionnellement occidentales doivent faire face et doivent comprendre. L'Afrique peut diversifier ses partenaires sans pour autant craindre derrière un discours moralisateur, comme on a déjà eu à le constater par le passé, et comme d'ailleurs je qualifiais ce qui a été dit par le président Macron. Et c'est que sur cette base qu'on va comprendre en réalité que l'Afrique a le potentiel, sinon la capacité, de pouvoir émerger d'elle-même parce qu'elle a fait le choix des partenaires qu'il lui faut, quand il lui fallait, à des moments précis de l'histoire, pour servir uniquement ses intérêts. Alors, nous allons embrayer avec le second sujet, le Soudan qui tend vers une solution pour la crise avec la main tendue d'Erdogan. La première question est à vous, Martial Akwete. Le président turc Erdogan a proposé une médiation pour la paix au Soudan, un rôle qu'il a déjà joué dans d'autres zones de crise en Afrique. Quelles sont les motivations de la Turquie dans ce contexte? Bien avant de parler des motivations de la Turquie dans ce contexte, je ferais bien de rappeler que sur la question de savoir si nous tendons vers une paix au Soudan, je reste dubitatif, oui, vraiment. Oui, vers une fin, je reste vraiment, je n'y crois pas encore vraiment. Maintenant, pour ce qui est de l'intérêt de la Turquie, de la diplomatie turque, c'est qu'il faut noter que le président Erdogan, depuis quelques années déjà, a décidé de se poser en acteur fiable sur la scène internationale, de mener une diplomatie de médiation et qu'on a observé à divers niveaux. Ça a marché par endroits et par endroits, on a connu des échecs, mais cette volonté de la Turquie à pouvoir s'imposer nécessairement est liée à cette demande que la Turquie fait de rejoindre l'Union européenne. Elle veut quand même montrer la preuve que celle-ci est en mesure de pouvoir faire bouger réellement les choses. Nous avons constaté la Turquie dans la question du conflit russo-ukrainien, la négociation du blé. Je crois que la Turquie a joué un rôle important dans la question d'Ukraine, toujours quant à la libération des prisonniers de guerre. C'était un succès. Non seulement cela, la Turquie est intervenue dans la gestion de la crise au Haut-Karabakh. En dehors de cela, l'Éthiopie, sur le terrain africain même, entre l'Éthiopie et la Somalie, la Turquie a réglé un certain nombre de questions. On a constaté son silence ou du moins son inactivité sur la question entre Israël et le Hamas. Maintenant, la Turquie fait bien de proposer sa médiation, mais l'autre question c'est est-ce que les partis vont accepter la médiation, ou je veux dire plutôt l'autre parti, le général Hemeti, s'il serait en mesure d'accepter cette main tendue de la Turquie. Même si le général acceptait la main tendue comme l'a fait déjà Al-Bourhan, je pense que la question fondamentale ou le rôle essentiel que la Turquie va jouer, c'est d'amener ces deux acteurs à s'asseoir et à discuter. Je pense
qu'à cette étape, à ce niveau, c'est ce que la Turquie peut fondamentalement faire. Parce qu'il faut qu'il y ait la discussion d'abord avant qu'on ne discute, qu'on ne puisse parler de paix et de tout ce qui peut aller avec. Abdoulaye Hamzat, vous êtes d'accord qu'il faut d'abord discuter? Oui, je ne sais pas si vous avez déjà entendu qu'il y a une guerre qui a été résolue sans qu'il y ait eu discussion entre les deux parties belligérantes. Je pense que ça n'existe pas. Et nous sommes face aujourd'hui à une guerre totale, à une guerre obscène qu'on constate au Soudan. Deux factions qui s'affrontent, qui tuent en masse des civils. On parle même d'un génocide qui se perpétue au Soudan. Et il y a également un drame humanitaire qui s'y déroule aujourd'hui sous nos yeux, sous les yeux des États africains, absolument, je vais dire, amorphes, absolument, qui font absolument rien du tout, et sous le regard également de cette communauté internationale qui ne fait pas ce qu'elle doit faire. Donc, je trouve ça quand même dommage que sur le continent africain, un tel drame se déroule, un drame humanitaire où des millions de personnes sont déplacées hors de leurs endroits habituels pour aller vers le Tchad voisin ou d'autres contrées où ils ne sont pas complètement en sécurité. L'autre chose aussi, à part ce constat, c'est comment mettre fin à cette guerre. Moi, j'y crois pas à cette main tendue d'Erdogan dans la mesure où c'est une guerre par procuration également qui se déroule au Soudan. C'est-à-dire en dehors du FSA de Emedeti et de l'armée régulière du général Al-Fatah al-Burhan, je pense qu'il y a plusieurs factions étrangères qui s'affrontent sur le terrain par procuration. Donc, c'est à deux niveaux en réalité la médiation qu'il faut faire. Réussir à faire en sorte que ces partenaires étrangers qui investissent beaucoup d'argent, qui investissent beaucoup d'armement, je cite le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Iran et ces autres forces obscures, il faudrait donc trouver le moyen de les mettre également sur une autre table peut-être de discussion pour leur dire, écoutez, arrêtez de la saigner en réalité, parce que c'est parce que vous y mettez les moyens que les frères d'hier s'affrontent aujourd'hui. Et la deuxième chose par rapport à ça, c'est de réussir à mettre autour d'une table ces deux parties. Et c'est ça le plus difficile aujourd'hui. La Turquie a certes aujourd'hui le costume pour négocier, pour mettre autour d'une table, en tout cas pour faire entendre raison à deux factions qui ne s'entendent pas. Mais au Soudan, ça risque d'être très compliqué parce que le mal est véritablement profond. Il ne s'agit plus aujourd'hui de trouver une sortie à cette crise. Aujourd'hui, il s'agit de trouver, d'écouter déjà les positions de chacun, notamment des Medeti, et de trouver une porte de sortie aujourd'hui. Également, ça inclut la question du Darfour. C'est devenu une question complexe au Soudan et je pense qu'on n'est pas du tout sorti de l'auberge. Pour véritablement trouver une véritable sortie, permettez la tautologie, il serait important que les Soudanais eux-mêmes puissent prendre le lead et comprendre les dangers qui guettent véritablement leur nation. Sans quoi, je pense que ça va être un désastre à l'infini qui va se perpétuer sous nos yeux. Martial Akwete, si les Soudanais prennent eux-mêmes le lead, alors qu'en sera-t-il du rôle de l'ONU et de l'UA désormais? Mais vous savez, quand des acteurs se retrouvent impliqués dans un conflit, ce qui est recherché le plus, c'est la volonté de ces acteurs directement impliqués de pouvoir mettre fin à ce conflit. Si ces acteurs même n'arrivent pas à s'entendre, disent que maintenant c'est le moment, il faut y mettre fin et trouver la solution, les acteurs venus d'extérieur ne pourraient pas vraiment apporter la solution. La solution ne se trouve pas ailleurs, la solution se trouve au sein de ceux qui sont en train de mener cette guerre. Et donc, le travail essentiel, c'est de pouvoir rassembler les Soudanais aujourd'hui, que les Soudanais décident que pendant un bon bout de temps, le Soudan a vécu un certain nombre de situations, a vécu constamment dans la guerre, dans l'instabilité, jusqu'à ce que le Soudan du Sud puisse se créer. Et donc, que les Soudanais disent que bien, c'est le moment de mettre fin à ce carnage
qui se déroule et dont personne ne veut parler. C'est là que se joue tout le drame. Alors qu'on parle de ce qui se passe à Gaza, de ce qui se passe en Ukraine, on oublie qu'il y a des milliers de morts, des millions de déplacés au Soudan. Et puisque personne n'en parle, il faut savoir que la solution, ça ne revient qu'aux Soudanais eux-mêmes, parce que personne ne s'intéresse vraiment à la résolution de ce conflit, parce que c'est le terrain pour d'autres de s'affronter géopolitiquement. C'est malheureux de le dire ainsi, mais c'est la réalité des relations internationales. Et donc, ce que je pense, c'est que les Soudanais décident de mettre fin à ce carnage qui est en train de se dérouler et qu'il y ait une petite volonté politique de la part des leaders actuels de mettre la balle à terre et de discuter pour un avenir concernant le Soudan. Merci à vous, mesdames et messieurs. Le temps qui nous est donné tire déjà ou est déjà à sa fin. Nous avons abordé d'un côté les relations entre la France et les États africains marquées par une recomposition des rapports de force et qui interroge sur l'avenir des partenariats post-coloniaux dans un contexte où l'Afrique affirme son autonomie. De l'autre côté, la crise soudanaise met en lumière les ambitions stratégiques d'acteurs internationaux comme la Turquie dans leur quête de stabilité et d'influence. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. On se dit à dimanche prochain pour un autre numéro des 26 minutes en Afrique et dans le monde.